long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Ça y est, on a enfin pu revoir des équipes sur le terrain avec le début de la pré-saison, des matchs de préparation pour la saison qui s'annonce. Et nous, on a eu envie de faire un focus un petit peu sur une équipe dont on attend beaucoup de choses cette année. Ce n'est pas une équipe surprise du tout, c'est tout simplement les champions en titre, les Golden State Warriors. L'an dernier, leur titre avait pu en surprendre certains. Nous, au sein de la rédaction, notamment Shai Mamou, avait vu le coup venir dès l'entame de la saison. Cette année, les Warriors nous semblent très très forts, voire même peut-être encore plus dangereux que jamais. C'est le sentiment qu'on a un petit peu. Donc voilà, on voulait en discuter avec vous aujourd'hui. On parlera aussi un petit peu des premières choses qu'on a pu voir dans ces premiers matchs de pré-saison qu'il faut toujours prendre avec énormément de pincettes, beaucoup de guillemets et de faire attention à ne pas s'enflammer trop tôt. Malgré tout, il y avait des choses intéressantes à voir. Et puis, on reviendra en fin de podcast un petit peu sur le bilan de l'équipe féminine qui a fini qui vient de terminer sa campagne de Coupe du Monde. Même s'il y a beaucoup de regrets, bien sûr, de ne pas avoir fini avec une médaille, on a le sentiment que là aussi, il y a des choses intéressantes pour le futur. On pourra en reparler un petit peu pour la fin de saison. Comme d'habitude, je suis rejoint par mes deux acolytes, Shai Mamou, Antoine Pimel. Première chose, comment ça va? Est-ce que vous êtes content finalement qu'on puisse arrêter d'être sur les spéculations de qui jouera, qui n'a pas dit bonjour à qui en Summer League, etc. et qu'on puisse enfin voir du basket tout simplement? Ouais, non, c'est cool de revoir certains joueurs dont on avait presque oublié à quoi ils ressemblaient sur un terrain de basket, les Ben Simmons, Jamal Murray, tout ça. Il y a beaucoup de retours cette année. Zion qu'on n'a pas encore vu. Et c'est rien que ça, je trouve que c'est excitant. C'est que de la pré-saison, comme tu as dit tout à l'heure, il faut prendre des pincettes gigantesques parce que les mecs jouent, les cadres jouent un quart-temps, deux quart-temps et derrière, les scores ne sont pas forcément significatifs, mais juste le kiff de savoir que la saison va reprendre bientôt aussi. Ça se rapproche, c'est ça déjà qui est cool. C'est ça, c'est l'excitation qui monte. Tu sais que la pré-saison, c'est qu'on se rapproche, comme tu as dit, du moment fatidique. Et des pronostics pourris qu'on ne manquera pas de vous faire et sur lesquels vous pourrez vous moquer de nous à la fin de la saison sans aucun problème. C'est ça. En fin de saison, on rappellera uniquement les pronostics. On avait eu tout bon. Donc, si vous voulez, faites des screenshots dès maintenant, dès qu'on aura balancé nos pronostics, parce qu'on ne racontera pas les fois où on s'est planté. Ça, c'est normal. C'est la règle première du jeu, ça. Alors, pour recentrer un petit peu, revenir sur le sujet, les Warriors, magnifique champion en titre l'an dernier. On ne va pas revenir sur la signification de ce titre à titre individuel pour certains des joueurs et puis à titre collectif pour cette franchise qui est malgré tout l'une des plus stables et des plus régulières de quasiment de ces 10 dernières années. Vous, quel est votre sentiment à l'approche de cette nouvelle saison par rapport au recrutement qui a pu être fait cet été, par rapport au départ aussi, il y en a eu certains, on va pouvoir y revenir. Quel est l'objectif? On sait que leur objectif, c'est le titre, mais comment est-ce que vous sentez cette équipe aujourd'hui, en partant du principe, on va partir dans ce podcast, on va partir du principe qu'il n'y aura pas de blessure pour personne. On est au mois de septembre, au mois d'octobre, pardon. Si on commence à anticiper trop, en partant... part du principe que chaque équipe aura ses joueurs une bonne partie, ou du moins la majeure partie de l'année. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous attendez de cette équipe cette année, tous les deux? Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais qu'est-ce qu'ils sont détendus déjà? Qu'est-ce qu'ils sont sereins? On dirait vraiment qu'ils ont, ils ont atteint leur objectif, montrer qu'ils n'étaient pas morts après les saisons galères avec les blessures et tout ça. Et je les trouve décontractés, leur séjour au Japon, toutes les interviews qu'ils donnent. Après, ça peut être dangereux aussi d'être trop relâché et de se dire ça y est, on a accompli ce qu'on avait à accomplir. Ils ont aussi certainement l'envie, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, de montrer que c'est une vraie dynastie, parce que le terme est toujours un peu compliqué à établir. Mais en tout cas, moi, les premières sensations que j'ai, c'est qu'ils sont ultra sûrs de leur force. Le recrutement dont on va parler, on se l'est dit entre nous tout à l'heure, quand tu regardes sur le papier, c'est ultra complet, tous les cadres sont là et pas blessés, et ils peuvent jouer absolument tous les styles de basket s'ils ont envie, et c'est possible qu'ils en pratiquent plusieurs durant la saison. Moi, pour l'instant, juste le ressenti, c'est
ils arrivent en détente, en sachant quelles sont leurs forces. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de tout casser en saison régulière parce qu'on les attendra en play-off, on les attendra à 100% physiquement en play-off et dans leur meilleur style de jeu. Voilà, moi, je n'ai pas encore posé des pronostics sur le papier, mais je pense qu'à l'Ouest, je ne serais pas loin de les mettre encore très très haut, si ce n'est favori. Ouais, je pense que c'est les favoris, en fait, pas qu'à l'Ouest. Je pense pas seulement, enfin, s'ils sont champions en titre. Champion en titre ne te confère pas automatiquement le statut forcément de grand favori sur la saison d'après, mais j'ai l'impression que en prenant l'âge de l'effectif, la progression à venir des jeunes, le recrutement, tu mets tout ça ensemble, c'est l'équipe qui est c'est les grands favoris de la saison. On va pas se mentir, hein. Je vois même pas quelle équipe. Si tu t'as dit Théo, il n'y a pas de blessés. S'il n'y a pas de blessés, toutes les équipes sont au complet. Je vois que deux équipes qui chatouillent les Warriors, c'est éventuellement les Bucks et les Clippers. Et on peut dire vite fait les Nets si ça prend, mais ça me semble trop compliqué. Donc il y a peut-être que deux équipes qui au complet peuvent vraiment rivaliser sur une série de 7 matchs avec les Warriors. Voilà, ça c'est mon ressenti sur Golden State, c'est l'équipe à abattre. Ouais, je partage votre avis. En fait, je trouve que au-delà de la qualité de jeu et de la qualité des joueurs de cette équipe, l'énorme avantage finalement, c'est que même s'il y a des nouveaux venus, la plupart des joueurs dont on va attendre, c'est des joueurs qui étaient déjà en place, qui étaient déjà au sein de l'équipe, des jeunes qui savent comment jouent les Warriors, qui connaissent la culture du jeu de l'équipe et qui, je pense, vont être amenés à avoir plus de responsabilités en saison régulière en tout cas. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Alors, bon, encore une fois, hein, les matchs de pré-saison, ça vaut ce que ça vaut. Moi, ce qui m'a frappé sur les matchs qu'on a pu voir les Warriors disputer jusqu'à présent, c'est la profondeur de banc. Il n'y a pas un moment où il y a un joueur qui rentre où on se dit, bon, bah, lui, c'est quand même limite. Et parmi les jeunes joueurs, plusieurs m'ont fait quand même forte impression, au moins dans l'attitude et dans l'assurance. James Wiseman, pour commencer, c'est quand même, voilà, c'est un petit peu fou de se dire que l'équipe championne en titre va récupérer un choix de draft aussi haut qui a pas du tout joué l'an dernier pour cause de blessure. Et moi, j'ai trouvé intéressant son implication dans le jeu, dans l'énergie. J'ai trouvé qu'il était bien dans la compréhension de ce qui se passait sur le terrain, ce qui n'avait pas vraiment été le cas il y a 2 ans quand il avait joué durant sa saison rookie. On sentait qu'il était un peu perdu dans ce jeu en mouvement des Warriors, qu'il était parfois voilà, complètement paumé. Et je me dis que voilà, rien que si Wiseman peut venir grappiller des minutes à Kevon Looney en saison régulière et avoir le même impact, voire un peu plus peut-être dans la dimension athlétique, c'est vraiment intéressant. Et l'autre chose, moi, qui m'a frappé vraiment dans les rotations, c'est à quel point les Warriors sont plus athlétiques cette année que par le passé. Notamment avec leur rotation, quand il y a Moses Moody, Kuminga, Wiseman et même Dante DiVincenzo qui rentrent sur le terrain, ça leur donne une dimension purement athlétique qu'ils n'avaient plus ces dernières années, tout simplement. Et quand je mets ça bout à bout, avec vu la qualité de la défense des Warriors l'an dernier, je me dis que ça va vraiment être une équipe très très dure à battre et que le scénario idéal pour les Warriors, c'est que effectivement, comme tu dis, Shai, je pense que la saison régulière, c'est pas important, c'est pas très important pour les Warriors. L'important pour une équipe aussi expérimentée, c'est tout simplement d'arriver en playoff. Si tu as l'avantage du terrain, c'est très bien. Je vois difficilement de scénario qui les priverait de l'avantage du terrain. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont pas se prendre la tête et que limite, l'objectif de Steve Kerr, ça va être de servir des jeunes pour leur donner des minutes, des responsabilités, de manière à faire du load management, pas forcément en faisant manquer tant de matchs que ça aux stars, mais en réduisant leurs minutes match après match, de manière à arriver en pleine bourre au playoff. Et quand je vois là, les premières images que j'ai vues de cette équipe, je trouve ça flippant pour le reste de la ligue, honnêtement. C'est ça, et ce qui est fou, ce que tu dis, c'est que dans la construction de cette équipe, ce qui est assez unique, c'est d'avoir des cadres, 3-4 cadres vraiment expérimentés, trentenaires, qui ont déjà tout gagné, tout fait. Et derrière, il n'y a pas l'impression de vide, parce que tu as ces jeunes joueurs, comme tu disais, hyper athlétiques. Et les qualités athlétiques, c'est parfois ce qui faisait défaut. On savait que les Warriors avaient du mal parfois l'année dernière et avant, contre des équipes qui leur présentaient un challenge très physique, très dur. Boston, mine de rien, les a quand même un peu inquiétés au début, malgré leurs pépins physiques, leurs propres pépins physiques, avec un jeu dur et athlétique. Là, pouvoir sortir des Kuminga qui va prendre en maturité, Moody, tous ceux que tu as cités, c'est un luxe incroyable. Et là, c'est vraiment cette construction d'équipe, elle est encore une fois admirable. C'est là que le front office, il est des années-lumière en avance sur les autres, comme Joe Lacob, il aime bien le dire à chaque fois. C'est que
c'est qu'il y a pas de, il y a vraiment deux blocs intéressants qui sont complémentaires et que j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas tellement ailleurs dans la ligue. Et c'est là, pour moi, qu'ils sont en avance et qu'ils vont encore être compétitifs cette année. La notion athlétique, en plus, elle est importante parce que, pareil, si on reste sur le principe de personne sera blessé, je pense qu'au complet, l'an dernier, les Clippers posent de vrais problèmes aux Warriors si tout le monde est au complet. Parce que justement, il y a cette histoire de dimension athlétique que Kawhi Leonard et Paul George auraient posé des vrais problèmes et que derrière, tu as Marcus Morris, tu as Norman Powell, tu as vraiment toute une flopée de joueurs athlétiques aux Clippers. Je pense que là, sur un choc en complet entre les deux équipes, avoir des Kuminga, des Moody, des Wiseman, ça peut vraiment changer la donne sur ce genre de match-up. Donc, comme vous l'avez dit tous les deux, ça rajoute encore une notion Warriors qui est assez effrayante. Je pense que Wiseman, on peut faire une espèce de bold prédiction où il termine titulaire, en fait. Il y a un scénario où cette saison, il termine titulaire. À la place de Kevin Looney, du coup. Ouais, alors ça serait le best scénario. Ça voudrait dire que défensivement, parce que ça sera là la clé pour lui, ça voudrait dire que défensivement, Wiseman comprend suffisamment vite et a mûri suffisamment vite pour être capable de ne pas être un malus. S'il est juste pas un malus défensif, sans forcément avoir la PAC de Looney, mais juste pas un malus défensif, il finit dans le 5. Surtout que c'est des déclarations qu'il y a eu sur lui depuis le début, depuis qu'il est arrivé, même pendant sa saison blanche. Je me souviens de déclarations de Steve Kerr et de Draymond Green qui ils te font sentir que le garçon, il comprend ce qui se passe et qu'il est réceptif, il s'est imprégné de la culture, même quand il n'a pas joué, en fait. On a pu avoir l'impression que c'était frustrant pour lui, qu'on ne savait pas où il pourrait se mettre. On ne savait pas encore que les Warriors seraient champions, donc forcément, le contexte était différent. Ils sont hyper confiants, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé, en fait, qu'ils se sont accrochés à lui aussi. C'est pas que au cas où ça reste si ça marche pas pour Wiseman, je pense qu'il garde encore une cote suffisante pour être utilisé après pour transformer. Voilà. Mais pour moi, le fait qu'ils s'y soient accrochés et qu'ils en disent autant de bien, ça montre qu'ils ont une idée sur comment l'utiliser, ils ont une vision sur le potentiel qu'il a et sur ce qu'il peut apporter dès cette année. Et je suis d'accord avec toi, ça peut même être il peut exploser dans des proportions auxquelles on ne s'attend pas forcément. En fait. Faut pas oublier que ce gars-là n'a quasiment pas eu de basket en fait dans les jambes, de basket collectif de haut niveau. Il en a quasiment pas. Il a quasiment pas joué à la fac. Il a un peu joué sa première saison, qui est une saison de transition en plus pour les Warriors. L'an dernier, il joue pas du tout. Je pense que malgré tout, il a quand même progressé, comme vous l'avez dit, tout au long de ces moments-là. Là, il va vraiment commencer petit à petit à pouvoir maîtriser. Je dis pas qu'il va. Je le vois pas exploser, être la révélation, par exemple, claquer d'un coup 17 points par match. Mais je pense que petit à petit, il va commencer sur le banc et que si ça se passe bien, il va prendre de plus en plus de minutes à Kevin Looney. Kevin Looney qui n'était pas titulaire pendant les premières années des titres de Golden State. Il sera, s'il faut à un moment retourner sur le banc, Kevin Looney, il n'y a pas de problème, il le fera. Il n'y aura pas de souci. Et peut-être même qu'il sera encore titulaire sur certains match-ups, etc. Peut-être qu'en playoff, la donne peut se réinverser. Mais je pense que Wiseman a vraiment la place pour, au bout de 50, 55 matchs, arriver le All-Star Game. Bon, bah voilà, on a ce jeune qui est vraiment en train de prendre une dimension. Il tourne, je sais pas, 13 points en sortie de banc. Allez, on le lance dans le 5, on voit ce que ça donne. Ça va être intéressant à suivre parce qu'effectivement, c'est vraiment pertinent ce que tu notes, Antoine, sur le manque de jeu. Parce qu'en fait, le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué. Ce qui était frappant, moi, j'ai trouvé dans les 2 matchs de pré-saison que j'ai pu voir jouer, c'est on a vu un joueur concerné, vraiment dans la compréhension de ce qui se passait, offensivement, défensivement, mais rouillé, en fait. C'est-à-dire qu'il a pris pas mal de fautes qui sont des fautes un peu bêtes, où tu sens qu'il a compris la rotation, mais il a un quart de seconde de retard ou une seconde de retard sur la rotation, donc il est un peu en mouvement. Ça, c'est les choses qui vont. Ça va être une vraie année d'apprentissage pour lui, sachant que la pré-saison, voilà, aucune équipe n'est rodée. Les Warriors n'étaient pas rodés, mais leurs adversaires non plus. Et ça, les erreurs qu'il a fait sur ces matchs de pré-saison, qui sont pas graves du tout, qui sont tout à fait normales, c'est vraiment le type même d'erreur que tu pourras pas te permettre sur un match de playoff. Donc toute la saison, je pense qu'il va falloir effectivement, il y aura un vrai objectif de développement. L'avantage là, c'est que comme les Warriors sont complets, ils seront pas dans je pense qu'ils seront pas dans cette problématique comme durant sa saison rookie de se dire, est-ce qu'on développe les jeunes mais on prend le risque de perdre des matchs, ou est-ce qu'on joue la gagne et on fait pas jouer les jeunes. Là, je pense que maintenant les jeunes sont suffisamment à maturité et l'effectif est suffisamment fort pour qu'ils puissent vraiment faire les deux en fait. Responsabiliser les jeunes, accepter les erreurs, accepter
qui gagneront, ils finiront peut-être pas premier de la saison régulière, mais leur donner des vraies responsabilités. Et par rapport alors, je partage aussi ton avis, Antoine, dans le sens où je pense qu'il y a un scénario dans lequel Wiseman finit titulaire, mais c'est vrai que je serais assez surpris que ça se passe cette année, parce qu'au final, je pense que te dire que tu as un Kevin Looney qui fait quasiment jamais d'erreur, ce qui est son cas, donc que tu peux aligner avec les starters face aux starters adverses, mais que derrière, tu peux faire sortir un Wiseman en pleine progression qui va jouer face aux second units, où c'est aussi non seulement c'est parfait en termes d'apprentissage pour Wiseman, mais c'est aussi potentiellement une arme destructrice énorme pour les Warriors, d'autant que je remets une couche là-dessus. Le second unit des Warriors est tellement athlétique que ça va vraiment être compliqué de scorer face à leurs remplaçants. Et il n'est pas que athlétique, en plus, il est fort, en fait. Parce que là, on parle de Wiseman, mais Jordan Poole, parce que voilà, Wiseman, Poole, c'est intéressant parce que pour le coup, il a réussi à finir dans le 5. Mais après, voilà, il a fini dans le 5 par moment sur les playoffs quand il n'y avait pas Curry, etc. Et il a été aussi dans le 5, tu sais, dans le 5 qui termine les matchs, des fois avec Draymond Green. Là, potentiellement, leur banc, c'est un axe Poole-Wiseman. Donc, vraiment très intéressant. Poole qui est censé continuer à monter en puissance. Et autour de ça, tu as un Kuminga qui peut faire un peu du Andrew Wiggins en plus jeune. Lui aussi, un joueur super athlétique. Qui a athlétiquement c'est un monstre. Incroyable. En fait, ils ont, c'est marrant, ils ont quasiment comment dire, pas le même 5, parce que Wiseman est très différent de Looney, mais tu vois, ta Poole qui va arriver faire du Curry. Dante DiVincenzo, c'est super recru. Kuminga, il peut te faire du Wiggins, tu as Wiseman, il y a du Jamichael Green. L'équipe est super complète. Il y a toujours Iguodala, même si je pense que là, bon, ça va être vraiment plus pour on va se rapprocher à la Udo Aslem petit à petit. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on est plus dans ce rôle-là, mais bon, il donnera peut-être des 5 minutes plutôt correctes de temps en temps. Pour défendre sur LeBron, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis il y a Moses Moody, qui lui aussi, je pense, progresse. Ouais. Intéressant dans la compréhension du jeu. Qui peut mettre des 3 points aussi, qui est athlétique. Il y a vraiment un effectif très, très flippant. Et je n'ai même pas parlé de ton gars, Patrick Baldwin. Avant qu'on parte sur le gars de Shai, je vais revenir sur mon gars, Dante DiVincenzo, à qui je vous casse les pieds quasiment depuis qu'il était à la fac. En fait, au-delà du fait que j'aime beaucoup le joueur parce qu'il défend bien, il joue le rebond, il peut jouer sans le ballon, il peut aussi jouer avec le ballon. Et ça, ce que je trouve vraiment intéressant dans cette second unit, c'est que si tu le mets à côté de Jordan Poole est plus obligé à la fois de créer du jeu et de jouer pour lui. Ça te donne vraiment un deuxième créateur ou porteur de ballon à côté de lui, juste avec tes remplaçants. Et c'est là où je pense que c'est le rôle sur lequel André Iguodala pourra avoir vraiment de l'importance sur certains matchs, c'est en cas de blessure. Parce que si tu peux le faire sortir du banc pour jouer ce rôle de créateur à côté de Jordan Poole, si DiVincenzo est blessé ou que Poole a dû passer ou que voilà, il y a un titulaire qui est blessé et que ça perturbe la rotation, ça te donne un autre créateur aussi que tu peux continuer à aligner si tu en as besoin, mais qui connaît parfaitement les systèmes, qui maîtrise le jeu à la perfection. Et ça, tu le gardes dans ta poche, en fait. Il peut faire Udonis Haslem toute la saison et avoir un stretch de 10 matchs de suite où il y a des blessés. Il joue quasiment meneur remplaçant avec Jordan Poole qui est dans son rôle de scoreur, en fait. Et le seul souci avec DiVincenzo, je suis complètement d'accord avec toi, c'est une super recrue. C'est que pour l'instant, il a été un peu trop blessé, donc on n'a pas pu le voir sur la durée pour se rendre compte du super joueur que c'est. Et c'est un gars qui a été... l'adaptation est pas toujours, ça se traduit pas toujours par des super carrières NBA, mais c'était un MVP MOP en NCAA en finale avec Villanova. Les mecs de Villanova, on sait que c'est prêt quand ça arrive en NBA, c'est fort. Et malheureusement, il n'a pas, que ce soit avec les Bucks et l'année dernière avec les Kings, après son trade, on l'a pas tant vu que ça, mais c'est une super recrue. Il sait faire tellement de choses. Dans l'énergie, je le vois pas ne pas bien s'adapter, en fait. C'est une aubaine, et c'est encore, je le répète à chaque fois, mais la façon dont il cible les recrues, dont il cible les futurs draftés, c'est un travail d'ensemble qui fait que c'est pas juste... Moi à chaque fois, ça me saoule d'entendre du révisionnisme sur les Warriors. C'est bon, c'est une dynastie parce que... juste parce qu'ils ont Steph Curry ou parce qu'ils ont eu Kevin Durant à un moment et que c'est cheaté, s'il n'avait pas été là, mais tout l'ensemble, et même ce qu'ils ont fait après, les 2 années un peu de purgatoire, il y a 80% des équipes qui auraient tout fait sauter et qui se seraient dit, la fenêtre est passée. Là, non, ils ont été patients, ils ont recruté intelligemment.
on n'est pas devin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer cette saison, mais c'est dur de ne pas être optimiste quand tu vois comment ça travaille bien et comment les mecs entre eux interagissent bien, continuent d'être pro et intelligents là-dessus. Ouais, ce qui est fort, c'est que tu as beau regarder, tu dis, bon, bah, c'est toujours compliqué quand une équipe championne perd des joueurs qui ont été importants, comme Gary Payton, III ou Otto Porter, mais derrière, tu as l'impression qu'ils les ont remplacés poste pour poste sans aucun Ouais. problème, avec le retour de Wiseman, qui est finalement qui est une addition sans Mm. soustraction, vu il simplement était déjà dans l'équipe, il jouait pas. Et ce que tu disais, Antoine, Jamichael Green, qui sera parfait, je pense, pour remplacer Otto Porter, que j'avais trouvé excellent avec les Ouais. Warriors l'an dernier, et qui le remplace quasiment, enfin, je vais pas dire que c'est son clone, mais il peut cocher toutes les cases que cochait Otto Porter l'an dernier, je pense. Ouais, je préfère encore peut-être un peu autoporteur, mais oui, clairement, c'est dans le même style. Global, dans Et la je, globalité, ouais. ouais, et je pense que Dante DiVincenzo, pour en mettre une couche, parmi les role players, c'est peut-être la meilleure, comment dire, tu sais, le plus gros style en fait de la free agency parmi les role players. Donc évidemment, ce ne sera pas le plus gros style de la free agency, mais c'est il y a, c'est un joueur sans sa blessure aujourd'hui. Enfin, il serait sans doute encore aux Bucks, il ferait partie de l'effectif des Bucks. Je pense qu'ils l'auraient prolongé, qu'ils auraient même mis un petit billet pour le prolonger. C'est fou qu'il n'y ait pas plus de franchises qui soient. Ah, ou peut-être qu'il y en avait plusieurs et que bon, il a de toute façon choisi les Warriors. Mais moi, je pense qu'il va vraiment leur faire du bien. Il commençait à se remettre en rythme déjà l'an dernier aux Kings. Sauf que comme il était aux Kings en fin de saison, ça passe inaperçu. Tu vois, personne ne calcule vraiment. Là, il va vraiment pouvoir se mettre sans pression. S'il rate 5 matchs parce qu'il est un peu blessé, c'est pas grave. Il va avoir l'occasion de se remettre dans le rythme. C'est un joueur qui va leur faire beaucoup de bien. Comme vous avez dit, c'est le mec qui va apporter du liant tout autour du second unit. Je pense qu'il aura aussi des minutes dans le premier 5, en fait, par moment. Il va jouer avec Curry aussi. C'est un joueur plug and play, de toute façon, Bah tu ouais, peux le c'est mettre dans ça, tu peux n'importe le mettre quel n'importe où. scénario. Il pourra jouer 1, 2, 3, il pourra jouer en spot-up, il pourra jouer en deuxième playmaker, il pourra jouer meneur, il va défendre. Et il défend sur plusieurs positions aussi, il prend des rebonds. C'est une vraie bonne recrue. Je perdre Gary Payton, c'est pas le même. J'ai l'impression qu'il remplace pas tout à fait Gary Payton, tu vois, dans l'esprit, même si Non, c'est poste non. pour poste. Il va pas faire tout à fait la même chose, mais je pense qu'au final, il va leur apporter quand même autant de choses. Je veux pas dire plus, mais autant de choses. Et voilà, il y aura pour Gary Payton, ils le remplaceront avec plusieurs joueurs différents en fait. Bah, c'est limite James Wiseman qui remplace Gary Payton poste pour poste aujourd'hui. Donc intérieur, ouais, Kuminga va faire du Gary Payton par moment en jouant 4. Non, il y a. Kuminga, Kuminga, je suis curieux de le voir justement. Comme tu disais, Théo, tu disais qu'ils allaient se servir de la saison régulière, je pense, pour donner du temps de jeu aux jeunes, les responsabiliser. Kuminga, je le trouvais incroyable sur des séquences de 8-10 minutes, tu vois. Quand il le mettait et l'énergie qu'il a fait, franchement, c'était impressionnant pour un joueur pareil, avec si peu d'expérience, une année en J-League. Je suis curieux de le voir sur un temps de jeu plus important, en fait, aussi Kuminga, parce que honnêtement, il y a quelque chose et peut-être qu'après coup, on se dira encore, ouais, c'est un style énorme qu'ils ont fait, alors que tout le monde les incitait à trader Kuminga et Moody qu'ils ont drafté en même temps. C'est un des joueurs que j'ai vraiment envie de voir cette année chez les Warriors, voir son évolution. Je pense que ça peut être très intéressant. Ouais, c'est clair, d'autant que pour Kuminga, un petit peu comme Wiseman, finalement, tout ce qui t'apporte en attaque, c'est du bonus. Parce c'est vrai qu'on a beau le répéter, on continue de l'oublier systématiquement. La force principale de toutes ces équipes des Warriors qui ont été championnes, c'est toujours la défense. Et là, quand je vois cet effectif défensivement, je me dis, mais ça peut vite être vraiment flippant, terrifiant, parce que j'ai l'impression que c'est potentiellement une amibe qui peut s'adapter à tous les types de. S'il y a des big men, bah, tu as Kevin Looney, tu as James Wiseman qui peuvent apporter de la taille. Si tu dois jouer small ball, ils ont plus que ce qu'il faut pour jouer small ball. Et je vois pas beaucoup de joueurs en fait qui sont purement unidimensionnels. C'est-à-dire que même Kevin Looney, qui est là pour faire le travail de l'ombre, le travail de devoir, au bout du compte, c'est un bon passeur avec une bonne Ouais. vision de jeu. Quand la balle lui vient dans les mains, il gâche peu de choses. Et quand je regarde cet effectif, voilà, Kuminga, on est d'accord, c'est avant tout pour l'instant un rebondeur, un défenseur, un athlète. Mais s'il commence à apporter un petit peu de points de l'autre côté du terrain, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'une des vraies, un élément qui peut vraiment être une clé encore plus de développement de cette équipe des Warriors, c'est l'implication défensive de Jordan Poole. Oui. S'il prouve qu'il peut défendre
on ne s'attend pas à ce que ça soit un stopper, mais s'il peut se mettre un petit peu dans la lignée de ce que Stephen Curry a pu faire, c'est-à-dire d'année en année, monter un petit peu en défense, en qualité défensive, etc. Là aussi, ça peut vraiment faire très mal, très très mal aux adversaires parce que si Jordan Poole peut tenir voilà, au moins contester, au moins ne pas être, comme tu disais tout à l'heure, Antoine, ne pas être un Point boulet en faible. défense. Ouais. Là aussi, ça donne vraiment une gueule à cette équipe ultra flippante. Bah, en fait, ça te donne un 5 quasiment invincible en fin de match. Parce que Poole, il y a des moments où il ne pouvait pas le faire jouer à la fin parce qu'il est trop ciblé sur les pick and roll. Notamment en finale, Ouais, voilà, c'est notamment en ça. finale, ouais. Donc, il y a des séries où ça ne peut pas passer. Donc, du coup, tu es obligé de le faire jouer plutôt en pur energizer, pur sixième homme qui t'apporte des points. Mais si vraiment, sur les switches, il ne se fait pas bouffer, un peu, enfin, exactement comme tu as dit, tu as un 5 où là, tu peux jouer Curry, Poole et Thompson. Et Curry, Poole, Thompson, par contre, c'est injouable offensivement. Tu ne vas pas pouvoir rivaliser avec eux offensivement. C'est impossible. Il y aura forcément un des trois qui sera chaud. Il n'y a pas un match où les trois seront froids. Ça n'arrivera pas assez souvent pour que tu mises dessus. Ça arrivera peut-être quelques fois dans l'année, mais pas assez souvent pour que vraiment ça soit ta stratégie de te dire bon, bah, de toute façon, c'est pas grave. Il y en a un des trois qui sera froid. On va juste miser sur. On va faire que des pick and roll sur Curry et Poole. Et comme ça, défensivement, un des deux qui va craquer. Si Poole il tient le choc, voilà, c'est très dur d'aller les chercher. Après, Pas sûr qu'ils tiennent le choc. j'ai toujours cette impression que l'équilibre défensif de l'équipe, il dépend aussi beaucoup de l'état d'esprit dans lequel Draymond Green il aborde une saison. Parce qu'il l'a dit lui-même, il a dit là, sur les années de creux, j'étais clairement un peu rincé. Et puis, mes gamins ont commencé à me dire ah ouais, mais tu sais vraiment bien jouer au basket ou pas parce que vous perdez et tout. Et la façon dont il est un peu redevenu lui-même, juste, bon, physiquement, ok, il s'est remis un peu en forme. Mais sur le terrain, le général que c'est pour orienter tout le monde, pointer du doigt ce qui ne va pas, euh, réussir à anéantir des contre-attaques où il est à un contre deux. Enfin, ces trucs, moi, j'ai toujours l'impression que c'est le joueur clé et que même si tout le monde là, effectivement, on l'a dit, ils ont des joueurs avec des profils qui peuvent être excellents défensivement sur le plan athlétique, sur tout ce que vous voulez, la discipline collective. J'ai encore l'impression que c'est tant que Draymond Green est vraiment bien et dans les bonnes dispositions, ils peuvent voyager longtemps. Si malheureusement il est ou blessé ou peut-être un petit peu en détente, parce qu'il y a un peu ce côté-là avec lui aussi parfois, il n'est pas tout de suite connecté, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais je ne m'inquiète pas sur le long terme. Hein, peut-être que sur la saison régulière, on se dira, bon, ils sont un peu... Pour l'instant, c'est un peu light, mais en playoff, ils seront là, quoi. Ouais, parce que j'en reviens à cette profondeur de banc, parce qu'effectivement, tout ce que tu dis, c'est très vrai. Draymond Green, c'est le cœur de cette équipe. De toute façon, c'est le cœur et le poumon à la fois. Mais c'est vrai que là, quand je vois l'effectif, je me dis que même s'il doit manquer des matchs, comme ça a été le cas l'an dernier, si Ouais. Kuminga a passé le cap défensivement, enfin le cap, pas tant défensivement, parce que c'est un bon défenseur, mais je veux dire dans voilà, la compréhension du jeu, dans son impact, etc., ils sont mieux armés pour pouvoir encaisser les périodes de blessure ou les périodes de mou. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette équipe des Warriors, du moins le trio de cœur de cette équipe, a gagné 4 bagues. C'est déjà historique. Maintenant, ils sont à la porte de devenir. Alors, Kevin Durant m'excusera, il faut mettre des guillemets, mais ils sont aux portes de devenir une équipe légendaire, l'air de rien. T'en gagnes 5, Ils sont déjà. tu changes complètement de stratosphère. Donc, ils ont, ils ont à la fois la capacité d'aller chercher au moins une bague de plus, voire bon, on va pas se projeter, mais au moins une bague de plus qui les ferait changer encore une fois de catégorie. Et en même temps, ils savent qu'ils ont plus tant d'années que ça non plus pour ajouter des bijoux à leur collection. Ce qui fait que je me dis que cette équipe, au lieu d'être, j'imagine pas être satisfaite en fait et se satisfaire de ce qu'elle a déjà fait. Vu ce que les joueurs nous ont montré un petit peu par leur état d'esprit, je les sens plutôt, voilà, comment dire, affamés dans le sens conscient du moins que les opportunités qui se présentent seront plus nombreuses et qu'il faut les saisir maintenant, quoi. Je pense que Draymond et Steph seront ravis de pouvoir montrer qu'ils ont plus de bagues sans KD qu'avec lui, en fait. Et Draymond, juste pour sa motivation, c'est fin de contrat. Hein. Donc, on sait ce que ça donne les joueurs NBA quand ils sont en contrat tiers. Là, lui, il a une option sur la prochaine saison, mais ça veut dire l'été prochain, il peut renégocier un gros contrat. Il peut renoncer à son option et aller chercher un gros contrat. Donc, il a intérêt à faire une belle saison. Surtout qu'il dit tout le temps, il arrête pas, il répète tout le temps qu'il a fait des sacrifices et qu'il mériterait en gros plus d'argent. Donc, faut toujours surveiller ça, t'as raison. Et il est mis en concurrence, en fait, Draymond Green, quelque part là. Je pense que s'il y a un truc qu'on peut retenir des finales, c'est que
il y a Wiggins aussi On n'a même pas parlé de Wiggins. Oui, parce que Wiggins, financièrement, lui aussi, il a une extension à venir. Et quelque part, donc les deux, ils vont avoir une extension à négocier à la même période. On peut penser que les Warriors vont garder les deux, mais les finales nous ont montré quelque chose, c'est que Wiggins peut être cette espèce de faux statut qui est pas vrai de joueur le plus important. C'est le joueur quand tu veux pas nommer ton meilleur joueur, parce qu'en fait, le joueur le plus important, c'est Curry. Mais si tu veux donner une espèce d'autre étiquette, souvent, ça a été Draymond Green, le joueur le plus important des Warriors. En vérité, sur ces finales, on a vu que c'était Wiggins. Encore plus que Green, j'ai trouvé, sur les finales. Peut-être pas sur la saison, mais sur les finales, Wiggins, il a l'air de pouvoir prendre ce rôle de patron défensif. Donc, Draymond Green, il a une contractière et pas des choses à prouver, mais voilà, un espèce de statut à assumer. Il y a Kuminga qui pousse derrière, il y a Whiteman qui pousse derrière. Il a intérêt, s'il veut vraiment rester aux Warriors, et je pense qu'ils vont le re-signer, hein, c'est pas la question, mais il a intérêt quand même à montrer « je reste Draymond Green ». Tu vois, et pas être je suis Draymond Green, mais bon, là, cette année, je n'étais pas ouf, quoi. Non, il faut qu'il soit bon. Il y a pas mal de choses qui peuvent aller dans le sens où Draymond Green fera vraiment du Draymond Green déterminé. Je trouve ça toujours louche de le voir être aussi, comment dire, positif, à encenser LeBron tout le temps, à être hyper proche de lui depuis des mois, des années. Je sais pas, je sens un coup de Trafalgar. C'est presque abusé la manière dont il l'encense constamment, en fait. Mais ils sont tous les deux chez Clutch Sport, en fait. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Ouais, justement. Pas pour autant que Ben Simmons, il allait aux Lakers, tu vois, ou quoi. C'est les théories du complot, tu sais, tu me connais. Hein, Après, il y a un autre aspect aussi, les théories du complot, c'est qu'il a intérêt à dire que LeBron James est le plus grand joueur de tous les temps. Lui, il l'a battu plusieurs fois, donc c'est aussi, ça monte ta valeur plutôt que de dire, bah non, c'est un tocard. On se doute bien qu'il dirait pas ça, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est fou, tu vois. On est à presque une demi-heure, on n'avait pas encore parlé d'Andrew Wiggins et même l'appellation Big Three pour les Warriors au vu de la saison dernière et des finales, elle est peut-être même fausse, parce que l'an dernier il y avait vraiment un Big 4 avec peut-être Klay Thompson un petit peu en retrait qu'on espère retrouver bien sur le terrain. Mais c'est vrai que tu te dis si Klay Thompson arrive à l'an dernier, franchement, tu pouvais pas demander plus, je pense, de Klay Thompson après presque 2 ans sans jouer. C'était le maximum. Mais s'il arrive à retrouver un petit peu de constance cette année, que Jordan Poole confirme, que tu as Wiggins qui reste dans les mêmes dispositions qu'il a été l'an dernier, plus le banc des Warriors tel qu'il est, on parle même pas de Stephen Curry, on n'a même pas besoin d'en parler. Tout le monde sait ce qu'il apporte et ce qu'il est. Cette équipe, franchement, je la trouve terrifiante sur le papier. C'est la meilleure équipe, en fait. Je pense à un moment, faut... Même dans l'optique, je place un mot sur lui parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Ouais, on parlait de Patrick Baldwin parce que bon, là, je ne sais pas si on le verra beaucoup cette année. Hein, peut-être qu'il va faire de la G-League, peut-être quelques bouts de match par-ci par-là, mais c'est pour montrer un peu le concept de couveuse qu'ils ont et le fait qu'ils arrivent à sortir, à préparer des mecs. C'est un type qui est pendant 1 an ou 2, donc c'était un prospect 5 étoiles au lycée, vraiment un poste 3-4 hyper fort, athlétique, tout ce que vous voulez, vraiment très complet. Et en fait, sa cote, elle a chuté quand il a choisi de ne pas aller à Duke, mais d'aller dans la fac ou coacher son père à Milwaukee. Et derrière, donc, il s'est blessé, il a peu joué, pas été très bon. Et les Warriors sont assez bons pour réussir à se dire ce gars-là, on sait ce qu'il vaut, on l'a scouté 10 000 fois, on sait qu'au 28e pick, c'est très bon. Et là, je pense que si ce n'est pas cette année, mais ce sera l'année d'après, mais pareil, ce sera un mec qu'ils vont implémenter dans l'équipe petit à petit et dont on se dira waouh, mais comment est-ce que les Warriors ils ont pris ce mec-là alors qu'il a le talent pour être dans d'autres équipes c'est ce genre de truc qui continue de me faire halluciner avec les Warriors en fait. Ça me fait penser à quelque chose quand même sur revenir sur les 2 blocs des Warriors, c'est d'avoir à la fois un groupe très compétitif et avoir aussi plein de jeunes à développer, ce qui est normalement une mission a priori impossible, hein, ce qu'ils ont réussi à faire l'an dernier. Je pense que moi là de mon vivant, je ne me souviens pas trop l'avoir vu dans le sport, tout sport confondu, encore moins en NBA. C'est un sacré exploit, mais là au début de l'été j'avais fait un papier sur les meilleurs Young Nucleus, parce qu'il y avait cette espèce de dispute entre les mecs du Thunder et les mecs du Rockets, qui a la meilleure. Les Warriors ils ont un meilleur Young Nucleus que les 2 équipes en fait, que 2 équipes qui tankent et qui tentent d'avoir et qui ont eu des gros pics. Enfin, alors, ils ont eu des gros pics aussi les Warriors, mais ils ont une base de jeunes qui est parmi les. Je les avais mis 7 par politesse, mais
qui peut être potentiellement parmi les 5 meilleures bases de jeunes de toute la NBA, quoi. Entre Wiseman et encore, j'ai l'impression même peut-être plus haut que ça, parce que Wiseman, il y a quand même un espèce de potentiel de pivot qui peut te caser plus de 20 points par match à un moment dans sa carrière, quoi. Qui peut être à 20 points, voire 25 points, de 8-10 rebonds, très gros pivot offensif. Donc entre Wiseman, Poole, Kuminga, Moody, Baldwin, t'as un des meilleurs jeunes noyaux durs de toute la ligue, quoi. C'est dingue. Pour un champion en titre, c'est dingue. C'est ça qui est flippant, effectivement. Et c'est vrai que la draft de Baldwin, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a fait le succès des Spurs très longtemps, en fait. C'est de se dire, bon, de toute façon, on n'aura pas des top picks. Il faut qu'on soit bon et sur un choix aussi tardif, limite, t'as rien à perdre. Parce que la plupart des mecs qui sont draftés 28e, ils t'apportent jamais, en fait. La plupart, ça peut être des journeymen, ils vont jouer 3-4 ans, ils vont bouger. C'est très rare. Là, tu prends un mec en disant, bon, bah, si ça marche pas, on n'a rien perdu vraiment. Par contre, si ça paye, ça peut vraiment payer fort, en fait. Jordan Poole. Ouais, Jordan Poole, exactement. Et comme les Spurs, ça avait fait même avec un joueur comme Yann Mahami, c'est pas simplement parce que c'est un Français et que voilà, on appréciait le joueur, mais finalement, il a été drafté bas et il a fait une très bonne carrière NBA. Alors qu'encore une fois, à ce stade de la draft, c'est pas si fréquent que ça d'avoir des joueurs qui vont rester longtemps dans la ligue. Il n'y a pas de mystère, en fait. C'est pour ça qu'on parle les compétences, elles sont là et c'est important d'avoir un front office. Tu peux avoir des pics tous les ans tankés de façon éhontée et au final, tu regardes les pics de chaque équipe tous les ans, que ce soit les pics très hauts ou les pics plus bas, et tu en as, ils sont constants, mais dans la médiocrité, et d'autres, comme les Warriors ou les Raptors, qui font un taf de l'ombre qui n'est pas du tout médiatisé parce que c'est rare, on va pas écrire des articles, on ne connaît pas le boulot des scouts, c'est des mecs c'est un peu secret. C'est ça qui fait la différence aussi, en fait. C'est pas juste l'association de stars, l'association d'énormes pics, tu peux pas, ça marche pas comme ça, en fait. Même si on peut avoir cette impression-là et que dès qu'il y a une équipe qui ajoute 3 stars, exemple les Nets, on se dit c'est foutu, ils vont forcément gagner un titre et machin, mais non, ça marche pas comme ça, en fait. D'ailleurs, les Warriors ont drafté leurs 3 stars de toute manière. Drafté leurs 3 stars et aucune très très haut d'ailleurs. Aucune dans le top 5. Oui, voilà, c'est ça, parce que Curry, ils l'ont récupéré. Personne pensait qu'il deviendrait le joueur qu'il est devenu. Klay Thompson, c'était pas une star à la fac. Draymond Green, n'en parlons pas. Il est capable de titiller les 33 mecs pris avant. Tu vois, c'est. Même l'essentiel de leur roster, de toute façon, parce que même Kevon Looney, Wiseman, tout ça, c'est Kuminga, Moody. Ouais. Et ça sera intéressant. D'ailleurs, j'ai pas regardé les autres rosters, mais regardez parmi les rosters NBA. Bon, alors, pour le Thunder sera très haut aussi, mais combien d'équipes parmi les compétitives, alors on va dire, on va ressortir parmi ceux c'est ça, parmi les au moins les playoffs ou le play-in. Combien ont la proportion de joueurs qui ont été draftés par l'équipe. C'est les Celtics qui vont avoir le deuxième, qui seront deuxième de ce truc-là. Et après, toutes les autres, ça va être genre 1, 2. Ouais. Et c'est encore si on compte leur rookie actuel, quoi. Mais non, ça c'est sûr. Hein. Et les Lakers en dernier, évidemment. Les Clippers sont pas très hauts non plus. Hein, les gros marchés, quoi. Ouais. Les Nets, pareil. Hein, ça sera... Surtout si tu enlèves les rookies de cette année, en fait, tu as très peu d'équipes parmi les gros marchés. On sait comment ça marche. Mais les Warriors, c'est impressionnant. Bon, allez, on va pas jouer. S'il y a les petits jeux des pronostics, puisque là, on est parti quand même du principe que tout irait bien, que cette équipe serait en pleine santé. On sait que c'est jamais le cas pour aucune équipe NBA. Pour vous, on en parlait un petit peu en intro, mais c'est comment dire, le favori pour le titre, les Warriors cette année? Oui, clairement. Ouais. Oui. Moi, je me méfie toujours, juste sans parler des blessures, mais il y a cette espèce de concept que Phil Jackson avait un peu théorisé, que Steve Kerr a repris après en s'inspirant de lui, de graisse mentale pour la victoire. Alors, ils ont eu la chance justement d'avoir cette coupure qui leur a redonné faim. Et donc, je me demande juste s'ils auront encore cette faim pour gagner tout de suite. On en a parlé tout à l'heure, je pense que oui, vu le profil des mecs qu'il y a. S'ils sont toujours dans la même disposition, toujours sûrs de leur force et qu'ils arrivent à pleine puissance en playoff, franchement, grand favori. À l'instant T, je les mets champions dans mes pronos. Ouais. Après, on a écarté vachement le facteur santé. Ouais, forcément. J'ai l'impression que ça sera vraiment la clé, en fait. Aussi bien pour eux que pour leur adversaire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est
Notamment, si je reste encore sur mon truc de Clippers, j'insiste, après tout, ça fait des années, donc autant que je continue dans ce même Là, tu as raison, en plus, ça la nous jamais. Mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il y aura à la fois la santé des Warriors, quel que soit l'adversaire pour le coup, et par contre, sur une série contre les Clippers, euh, la santé devient un facteur important dans le sens où voilà, on sait que Kawhi et Paul George, ça peut vite se blesser. Pour moi, il est là la vraie interrogation et du coup, ça rend le pronostic difficile parce que il y a une notion d'aléatoire sur les blessures. Mais je pense que voilà, si on essaye d'éliminer tout hasard, si on se concentre sur le talent, sur ce qu'il y a sur le papier, ou même ce qui a été vu sur le terrain, c'est même pas que le papier, les Warriors devraient être numéro 1 de n'importe quel ranking pour le titre, selon moi. C'est le favori. Ça ne veut pas dire qu'il finit en premier en saison régulière, par contre. Non, ça par contre, c'est différent. C'est pour ça, pour moi, les power rankings sur la saison régulière sont au final très particuliers parce que ça dépend de tellement de facteurs. Mais oui, si on fait un power ranking là aujourd'hui pour le titre, je pense qu'en 1, les Warriors sont devant les Bucks et après, ça dépend des sensibilités. Moi, je mettrais Clippers en 3, mais tu sais, peu importe, là, ça devient direct un peu plus. Ça dépend du choix de chacun, mais je pense que les Warriors sont en 1, ouais. Ouais, je partage votre avis. C'est vrai que moi, même blessure comprise, j'ai l'impression que c'est l'effectif qui est peut-être le mieux armé justement pour faire face aux blessures, du moins en saison régulière, en playoff. On sait que c'est un petit peu une autre histoire, mais sauf blessure de Stephen Curry, et je pense que voilà, cette équipe a vraiment les armes pour aller très très loin. Moi aussi, je les verrais comme favoris pour le titre. Comme on en parlait en intro, voilà, les matchs ont repris. Il y a eu quelques matchs qui se sont joués. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, en dehors des Warriors, qui vous ont un petit peu tapé dans l'œil dans les équipes qu'on a pu voir sur le terrain, des joueurs qui étaient de retour ou des choses que vous avez trouvées intéressantes? Moi, sur ceux de cette nuit-là, je suis toujours curieux des rookies, surtout ceux que j'ai peu vus jouer à la fac, comme là, en l'occurrence, celui dont je voulais parler, mais Keegan Murray contre les Lakers, franchement, de ce que j'ai vu là. Alors, c'est un match de pré-saison. Les Lakers ont sorti leur star à la mi-temps alors qu'ils menaient de 5 points et après, ils ont pris une rouste. Mais ce que j'ai vu de lui avant et là même maintenant, je ne veux pas porter la poisse aux Kings qui n'en ont pas besoin, mais ils m'ont l'air d'avoir fait la pioche juste et le bon choix, en fait, en 4. Ce que je vois là en termes pareil, c'est un joueur très complet qui sait faire plein de choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il gagne Murray, c'est bien. Et ce que j'ai vu il a joué une vingtaine de minutes, c'est déjà très bien. Et en tout cas, ça m'a donné envie de revoir plus et de continuer à suivre les Kings cette année avec l'équipe qu'ils ont là. Il avait déjà montré plein de trucs intéressants en Summer League d'ailleurs. Aussi, ouais, exactement. Moi c'est ça. Toute cette nuit, en tout cas, après, pour le reste, il y a les retours. Je pense qu'Antoine voulait peut-être parler des retours là. Mais... Non, mais après cette nuit, il y avait les Nets, quoi. Il y avait Ben Simmons avec Kyrie et Kevin Durant, je pense, qui était le truc que tout le monde attendait. Moi, je n'ai pas encore revu le match, hein. Je ne le cache pas, le Net Sixers, je n'ai pas regardé. Ça va être dur de commenter au-delà de la ligne de stats, mais c'est intéressant déjà qu'il soit là. Et après, voilà, il y avait le retour de Kawhi, le retour de Jamal Murray. Les deux ont été pas trop mauvais, hein. Jamal Murray, il a mis ses tirs, il a mis 10 points. Kawhi, il a mis 11 points. C'est des gars qui vont monter doucement en puissance, reprendre leur rythme. C'est deux équipes très intéressantes, je pense, Los Angeles et Denver. C'est deux équipes qui, à l'ouest, complètement. Peuvent poser des problèmes sur des séries. Ils vont être très, très fortes, très, très fortes. Moi, je ne serais pas étonné si une de ces deux équipes finissait première à l'ouest, par exemple, de la saison régulière. Exactement. Ouais. Surtout tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant que Kawhi a les cuisses de Roberto Carlos, il va plus se blesser, là, on est d'accord. Kawhi, je pense qu'il jouera de toute façon pas tous les matchs. Donc, s'il fallait vraiment miser sur une équipe première à l'ouest, je miserais bien sur Denver premier à l'ouest. Mais Kawhi, par contre, à mon avis, il sera là en playoff. De toute façon, les Clippers, c'est fou parce que même sans gagner, au final, ils sont dans la même position que les Warriors. La saison régulière, ils ont un peu plus besoin de se rassurer. Et il va y avoir moins de choses à tester, mais ce n'est pas ce qui va compter. Et je pense qu'ils le savent. Eux, ce qu'il faut, c'est que leur effectif il soit au complet en playoff, ou en tout cas au moins que Paul George et Kawhi Leonard ils soient en forme, dans le rythme et en bonne santé au moment d'arriver en playoff. Et là, je pense qu'ils auront peur de personne. Pour revenir sur les Nets rapidement sur le trio, là, sur le quart d'heure qu'ils ont joué ensemble que j'ai vu du coup. Alors, pareil, il faut prendre les pincettes, mais en tout cas, ils m'ont donné l'impression de se rechercher, d'essayer de combiner. Simmons c'était logiquement rouillé, hein. Ça fait 1 an et 3 mois, je ne sais plus combien de jours qu'il a plus. Déjà, c'était l'enseignement, c'est que
jusqu'à la dernière minute, moi, tant que je le vois pas sur le terrain, je suis pas sûr, hein, parce que l'année dernière, on nous disait, ouais, il est probable pour tel match, il se prépare pour jouer le game 4, etc. Là je voulais en être sûr. Il y avait peu de risques qu'il joue pas ce match-là, hein, mais en tout cas, dans les intentions, dans le playmaking, il a trouvé des super belles passes sur des renversements de jeu que j'ai trouvé. Voilà, c'est du Ben Simmons, hein. Bon, après, on peut dire qu'il a raté les 2 lancers francs qu'il a tentés. On ne sait pas s'il a vraiment bossé là-dessus pendant l'été. Il a tenté un geste qui n'est pas très classique chez lui, je trouve, une sorte de fade-away, tête de raquette un peu. Bon, ça a été complètement foiré, mais c'est pas dramatique, hein. Je trouve dans les intentions, il était là. Les 2 autres étaient bien dans leur style. Voilà, leur combinaison à eux 3. Je les ai trouvés plutôt bien jusqu'à ce que ce soit plus compliqué et que Philly gagne le match. Mais c'était pas inintéressant. Les débuts sont prometteurs. Ouais, c'était vraiment intéressant. Déjà, je trouve que c'est un très bon signe, une très bonne chose que Ben Simmons ait joué tout de suite, Oui. qu'il puisse jouer des matchs de pré-saison pour retrouver le rythme de la compétition. J'ai trouvé ça très bien que ça tombe contre les Sixers, même si c'était à domicile contre les Nets que c'était à domicile et pour les Nets, je veux dire, et qu'il n'y avait pas Joel Embiid en face. Je pense que c'est une bonne chose aussi malgré tout d'avoir déjà joué ce match-là, d'avoir recroisé les gars, d'avoir recroisé Doc Rivers. Ça fait que le prochain match, je pense, aura le prochain vrai match, moins cette importance. Il y a quand même des mecs qui l'ont sifflé. C'est pour vous dire la motive des mecs de Philly pour lui pourrir la vie, à mon avis, quand il va revenir, c'est qu'il y a des mecs qui ont fait le déplacement et sur les 2 lancers, ils l'ont pourri, ils l'ont hué. Donc après, je pense qu'il sait déjà que je crois que c'est le 22 novembre, quelque chose comme ça, que le retour à Philadelphie va être houleux. Ouais, bah ça c'est sûr, mais je me dis pour lui, déjà, ça permet quand même de Ah, pas en faire non, toute une pardon. montagne. Ouais, il y a un cap mental qui est franchi. C'est ne serait-ce que bah, ça y est, c'est bon, j'ai rejoué. Tout le monde a parlé du fait que j'ai rejoué. C'est bon, voilà, c'est passé, c'est acté, c'était pas si terrible. Voilà. Et ça Exactement. va être la même chose. Le premier match de la saison régulière, pareil, tout sera attendu, parce que ce sera le premier match officiel. Puis voilà, une fois que ça sera passé, il arrivera déjà avec un peu plus de confiance jusqu'à ce match à Philly, où là, bah voilà, ça va être terrible. Mais une fois que ça sera passé, bon, bah, j'en suis pas mort, je suis là, je suis toujours là, allez, c'est bon, et ça part, quoi. Ouais, En c'est ça, espérant exact. que les Nets n'aient pas explosé avant. Ouais. Non, exactement. Et puis après dans le jeu, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir notamment que les Nets l'avaient aligné avec Nick Claxton dans le 5, parce que c'était un petit peu la question de savoir est-ce que les Nets peuvent jouer en attaque avec 2 non-shooters, entre guillemets, dans leur 5. C'était assez intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait des belles relations justement intérieur-intérieur quand Ben Simmons joue cette espèce de rôle de point center ou point forward. Ils sont assez bien trouvés tous les deux. Ce qui était Ouais. intéressant aussi de voir, c'était l'alternance avec Kyrie Irving, les moments où c'est Ben Simmons qui pousse la balle. Et sinon, quand Kyrie Irving a la balle, bah Ben Simmons, il va porter des écrans. Je pense que c'est vraiment, ça montrait quand même qu'il était dans une bonne disposition mentale. Enfin, Ouais. c'est qu'un premier match de pré-saison, donc à mettre entre guillemets. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que voilà, il portait les écrans, il piquait, il roulait, il allait au panier. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'était aussi intéressant de voir quand il jouait sans les autres où là, les Nets sont alignés des shooters autour de lui, de manière à ce qu'il puisse retrouver un petit peu le jeu qui avait été le sien aux Sixers quand Joel Embiid était blessé. Donc, tout ça, quand même, me donne, c'est enfin, pour parler de Ben Simmons, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses positives à ressortir de ce match-là, même si effectivement il était rouillé, même si défensivement, j'ai trouvé que les Nets étaient vraiment pas bons. Dans les rotations, ils se sont pris un nombre de tirs à 3 points incroyable dans le premier carton. Tyrese Maxey a fait un carton. Là, je pense que sur les rotations, ils sont pas au point. Je pense que ça va revenir. Et Ben Simmons était assez rouillé, honnêtement. Normalement, 2 fois, il se fait prendre sur le drive par Tyrese Maxey. C'est pas une honte de se faire prendre par Maxey sur le drive, mais ça ressemblait pas au Ben Simmons qu'on a connu, ce qui est normal. Après, encore une fois, plus d'1 an sans jouer, une blessure au dos quand même pas simple à guérir. Mais j'ai trouvé que c'était quand même encourageant, en tout cas du point de vue des Nets. Je pense que tout sera pas tout rose dans leur saison, mais sur ce premier match, voilà, c'était encourageant pour la manière dont les choses s'articulent, même s'ils ont perdu, comme tu disais, Shai. Ouais. Il y a eu les Lakers aussi dans les équipes un peu médiatisées. Les Lakers contre les Kings, ce que je disais tout à l'heure. J'ai vu le LeBron James de pré-saison, toujours un peu que je trouve toujours rouillé quand il revient il fait 0 sur 7 au tir, des choix un peu bon, bof. Mais au moins, on les a vus quand on a vu un peu le 5 que voulait mettre Darvin Ham, a priori, pour le début de la saison. Je suppose, en tout cas, avec Westbrook et Kendrick Nunn.
qu'on va enfin pouvoir avoir joué aux Lakers après l'année dernière, alors que ça devait être quand même une recrue importante. Ça faisait, et avec Damian Jones en pivot. Donc pour l'instant, je ne sais pas si c'est ce qui va se faire sur le début de la saison, mais voilà, t'as Beverly qui sort du banc, Bryant qui sort du banc. Je peux déjà garantir une chose, c'est pas le 5 qui finira la saison, ça. Celui-là, ni Jones, je pense, seront dans le 5 en fin d'année. Tu veux nous prédire les joueurs qui vont acheter en panique même s'il n'y avait pas de transfert, je ne suis pas sûr qu'ils terminent avec ça la saison. Alors, on peut aussi se poser la question de Westbrook, mais alors, c'est marrant parce que c'est vrai, il ne faut jamais tirer, je suis d'accord, il ne faut pas tirer de grosses conclusions de la pré-saison de manière générale, encore moins des premiers matchs, où généralement, c'est là où vraiment les mecs ne jouent pas. Par contre, l'an dernier, les Lakers, ils perdent tous leurs matchs de pré-saison. Hein. Je crois qu'ils n'en gagnent pas un seul. Et c'était déjà un peu annonciateur. Je me souviens que l'année où ils se foirent avec Dwight Howard et Pau Gasol, ils perdent tous leurs matchs de pré-saison. Donc, oui, il ne faut jamais tirer de gros constats, mais si tu es vraiment nul en pré-saison, souvent, ce n'est pas non plus bon signe. Quoi. On ne peut pas dire « Ah non, mais c'est pas grave, on a perdu 6 matchs de pré-saison, mais c'est que la pré-saison. » Non, non. À un moment, si tu es nul en pré-saison, c'est quand même annonciateur de bon, il y a des petits problèmes dans le groupe. Quoi. Là, le petit truc inquiétant, on va pas utiliser des adjectifs tout de suite alarmistes, mais c'est juste que quand LeBron, Davis et Westbrook sont sur le terrain en première mi-temps, ils sont à +5 et dès que ça sort et que c'est le banc qui est alors un banc élargi, hein, des joueurs qu'on verra peut-être pas, Scottie Pippen Jr. et compagnie, dès qu'il a un peu élargi, ils ont pris 25 points dans la tronche. Ouais. Ça peut dire est-ce que avec des joueurs comme il y a quand même Beverly, Thomas Bryant, c'est des bons joueurs NBA quand même. Et contre les Kings et leur équipe, leur second unit, ça a été un peu compliqué. En tout cas, je pense honnêtement, pour revenir sur leurs 5 majeurs, le fit, pour moi, ça ne va pas marcher, ça. Kendrick Nunn, ça ne me plaît pas. Alors, peut-être que Darvin Ham voit sans doute beaucoup plus de choses que moi, basketballistiquement parlant, mais la paire Jones-Davis, bon, déjà, je suis d'avis, on en a parlé 50 fois, mais Anthony Davis, aujourd'hui, c'est un 5. Il faut qu'ils vivent avec cette idée. Anthony Davis, les Lakers sont bons et ils ont gagné un titre avec Anthony Davis pivot et ça jouait small ball. Là, je vois qu'encore une fois, ils vont tenter de lui mettre, parce que de toute façon, c'est ce qu'il réclame à chaque fois, il ne veut pas jouer 5. Donc, ils vont encore tenter de lui mettre un grand à côté de lui parce que forcément, c'est lui qui va aller au charbon sur les autres pivots, donc moins d'impact physique, donc moins de chances de blessure, effectivement, pour Anthony Davis. Et ça, pour moi, cette paire-là, elle ne va pas très bien fonctionner. Je ne suis pas convaincu que ça dure toute la saison. Je pense qu'à un moment, ils vont devoir comprendre que pour gagner, il faut Anthony Davis en 5 et LeBron en 4. Et le Kendrick Nunn, Russell Westbrook, ça, c'est un backcourt qui ne me plaît pas. Je suis fan des Lakers, je vois ça comme backcourt. Je ne suis pas convaincu. Kendrick Nunn, il peut mettre des 3 points, mais ce n'est pas un spot-up shooter. C'est quand même un mec qui aime avoir la balle. À côté de LeBron et Westbrook, ce n'est pas forcément idéal. Je pense que c'est lui qui met presque pas par défaut parce que voilà, il est un peu athlétique, ça peut défendre un peu, il peut mettre des 3 points. Mais voilà, je ne suis pas sûr que ça tienne aussi. Là, ils n'ont pas assez de shooters. Hein. Ouais, il n'y a pas assez. C'est ça. Il n'y a pas assez de shooters. Après, bon, Schroeder n'était pas là, mais ouais, Ils n'ont pas assez de shooters, mais ils ont refusé Buddy Hield. Ouais, mais non, ils ont refusé les 2 pics. C'est ça. Je pense que cette offre, ils l'ont sur la table depuis un moment. Je crois qu'on en avait parlé dans le dernier podcast. Je pense que voilà, si ça part mal, ils savent que cette offre, elle est là. Ils savent que cette offre, elle est là. Et ça peut, là, pour le coup, Miles Turner, Anthony Davis, ça peut être intéressant comme paire. Et Buddy Hield, c'est de toute façon le joueur qu'il faudrait idéalement aux côtés de LeBron James. Je pense qu'à un moment, ils vont devoir le faire, en fait. J'aurais gagné là. Ils vont perdre du temps, prendre le risque que d'autres offres se matérialisent pour ces joueurs-là. Moi, honnêtement, je sais que les pics, ça a une valeur, c'est une grande valeur, surtout pour 2027-2029. Ça va changer un peu la donne. Mais moi, à leur place, tu récupères Miles Turner et Buddy Hield qui répondent à des problématiques que tu as. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Ouais, mais non, mais je comprends qu'ils aient pas envie de tirer déjà aussi vite un trait sur Westbrook. Et alors, les 2 pics, je pense que personne ne donnera 2 pics aux Pacers pour Miles Turner et des Buddy Hield. Je pense que les Pacers, c'est pas du bluff, mais plus la saison elle avance, plus ces gars-là ils perdent de la valeur. Parce que leur contrat t'arrive de plus en plus proche de l'expiration. Je pense qu'aucune équipe donnera 2 pics pour Miles Turner et donc les Lakers et Buddy Hield. Donc l'idée, c'est qu'à un moment, ils puissent en donner qu'un. Je pense qu'à un moment, leur idée, c'est on donne qu'un pic. En tout cas, c'est ce qu'ils vont tenter. Ou on n'en donne qu'un non protégé et que l'autre, il est très protégé.
Je pense que l'idée, elle est là. Voilà, s'ils arrivent au moins à mettre des protections sur on ne veut pas qu'ils soient entre 1 et 14. Entre 1 et 14, ils restent chez nous. Et comme ça, même si on a perdu les Browns, parce que ça veut dire que si on a perdu les Browns, que tout le scénario est catastrophe, 1-14, c'est bon, ça reste chez nous. Et si c'est un pick qui est au 20e choix, ça veut dire qu'on est encore bon et qu'on s'en fout de perdre notre pick. Je pense que l'idée, elle est là pour les Lakers, c'est de jouer un peu la montre et encore, voilà, s'il ne veut pas le s'avouer vaincu aussitôt avec Westbrook, quoi. Mais bon, là, en tout cas, dans l'état, l'équipe s'est améliorée. Mais honnêtement, je ne juge même pas sur le match de pré-saison. C'est rien à qui perdent de 30 points contre les Kings en pré-saison, à la limite, je m'en fiche. Mais je vois l'équipe, ça ne va pas au bout, honnêtement. Enfin, on aurait pu le deviner. Hein. Il n'y avait même pas besoin d'attendre maintenant. Mais il y a encore des vrais. Je me dis qu'il y a encore des vrais trucs à régler aux Lakers. Ouais. On va refermer cette page cette page NBA juste pour un dernier mot sur ce que tu disais, Antoine. Je suis d'accord avec toi sur le fait de jouer la montre pour les Lakers et je pense que à l'inverse, ils lâcheront peut-être le deuxième pick s'ils pensent vraiment, s'ils ont de vrais, enfin s'ils ont il n'y a jamais de certitude, mais s'ils ont la conviction que vraiment ils peuvent gagner le titre cette année, c'est-à-dire que si le début de saison n'est pas catastrophique, ils pensent qu'ils ont vraiment ce qu'il faut et qu'il leur manque un coup de plus et qu'avec ce coup de plus, ça peut aller vraiment au bout. Là, je pense qu'ils seront peut-être plus prêts à lâcher le deuxième pick éventuellement pour un package de ce type. Allez, un dernier mot, on l'avait dit, l'équipe de France féminine qui a clôturé sa Coupe du Monde la semaine dernière, sortie face à la Chine en quart de finale dans un match qui était passionnant face à une magnifique équipe de Chine qui a été jusqu'à la médaille d'argent. On va pas rentrer forcément en détail, mais vous, quel est votre sentiment après cette Coupe du Monde au sujet de l'équipe féminine? Alors, pas tant peut-être pour revenir sur ce qui s'est passé concrètement dans ces matchs, mais plutôt dans la dynamique de l'avenir par rapport à ce qu'on peut attendre par la suite. Quel est votre sentiment à tous les deux? Moi, je suis super optimiste. Alors, super optimiste, c'est peut-être fort, mais honnêtement, j'avais des inquiétudes ou des incertitudes avant la compète. Avec l'absence de cadre, le fait que ça change de coach, qu'on ne savait pas trop bien s'il arriverait vraiment à occuper cette fonction correctement parce qu'il n'avait jamais coaché d'équipe féminine. Tout ça, c'est des particularités qui sont pas anodines. Au final, j'en ressors hyper rassuré parce qu'on a vu des jeunes joueuses vraiment réussir à prendre leurs responsabilités pendant la compète. On a vu le style de jeu m'a plutôt plu. Alors, il n'a pas tout le temps fonctionné en termes d'efficacité pure et dure, mais j'ai bien aimé les trois quarts du temps l'ADN de jeu défensif qui était bien. Offensivement, il y a eu des choses, des tentatives de choses. Ça n'a pas payé parce qu'au final, elles sont tombées contre une équipe honnêtement largement plus forte. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, les Chinoises, c'est peut-être un peu méconnu parce que même les gens qui suivent le basket féminin suivent plus l'Euroleague ou la WNBA et on ne voit pas beaucoup de ces joueuses-là dans ces championnats-là. Mais même si on a vu la différence de niveau qu'il y avait, j'ai vu une équipe combative qui savait comment elle voulait jouer, des joueuses comme Marine Fotou qui ont vraiment pris rendez-vous avec la suite tout en étant en étant déjà là dans le présent. Honnêtement, moi je ressors en étant rassuré, optimiste, curieux aussi. Antoine en parlait la semaine dernière, je crois, sur les 5 qu'on peut aligner si tout le monde est là. Sur les compétitions qui viennent, parce qu'il y a, mine de rien, il y a un Euro, puis les JO. Il y a tellement de choses prometteuses avec des joueuses jeunes, plus d'autres cadres qui vont venir. J'en ressors hyper rassuré et franchement confiant, alors que ce n'était pas le cas au départ. Au départ de Valérie Garnier, j'étais un peu inquiet parce que même si on sait qu'elle ne faisait pas l'unanimité du tout, mais j'étais un peu inquiet, un peu en mode on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, quoi. Ouais, moi, comme je disais la semaine dernière, en fait, je pense qu'on disait avant même le quart de finale, quel que soit le résultat du quart de finale, c'était de toute façon positif. Alors, je ne suis pas assez spécialiste, mais moi, je n'ai pas trouvé qu'on était largement en dessous de la Chine. Très sincèrement, très, très, très sincèrement. Je pense même qu'au complet, il y a un vrai match. Je ne suis pas sûr que l'écart soit aussi grand que ça entre la France et la Chine. Je pense que la France a le potentiel pour s'affirmer. Après, je ne connais pas assez. Hein. Je ne veux pas me dénigrer, mais je manque un peu de background sur le basket féminin, je le reconnais volontiers, mais de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que cette équipe de France peut vraiment faire de grandes choses dans le futur, parce que j'ai l'impression que Gabby Williams va continuer de se développer et vraiment devenir une joueuse intéressante, enfin, c'est déjà une joueuse intéressante, mais devenir une leader et un moteur, plus qu'une leader, un moteur. J'ai l'impression que voilà, cette équipe de France, elle va avoir un vrai moteur, et j'ai l'impression qu'elle a un deuxième moteur en construction, donc ça va devenir vraiment un bolide avec Marine Fotou. Et là, je ne mentionne même pas Eliana Ruppert, qui est encore jeune et qui fréquente déjà le plus haut niveau du basket féminin, qui va continuer de jouer en WNBA et puis en Europe.
On a des joueuses qui jouent en Euroleague, on a Marine Johannes. J'ai l'impression que cette équipe de France, il y a un vrai potentiel intéressant pour le futur et pour enfin essayer de ne pas juste être l'une des meilleures équipes, mais d'asseoir une forme de domination au moins à l'échelle continentale, à l'échelle européenne. Je pense qu'il y a la place. Ce qui est fou, quoi. Je repense quand tu parlais de Marine Fotou, mais moi, je me souviens même juste il y a 2 ans, en fait, les matchs qu'elle jouait, les bouts de matchs qu'elle jouait avec l'Asvel, en fait, quand on regardait les commentaires des gens qui suivaient les équipes un peu au quotidien, c'était franchement, elle n'est pas si forte que ça, elle est pistonnée parce que son père est connu en France. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui pensaient qu'elle était là juste sur son nom, en fait. Et elle a beaucoup joué sur cette envie de prouver qu'ils ont tort. Et là, elle était franchement, c'était kiffant de l'avoir joué en termes d'intensité, même juste de talent. Pas avoir peur de prendre des shoots, elle défend dur, elle n'a pas un gabarit exceptionnel, mais elle défend dur. Voilà, rien que ça, elle n'a même pas 22 ans. Voilà. Et un autre truc sur lequel je suis curieux, alors là, c'est plus de l'incertitude, c'est que tu parlais au complet, est-ce qu'on aurait peut-être pu faire mieux? Ça, j'en suis pas sûr parce que on aurait vraiment, je pense, joué différemment avec Sandrine Gruda et Marine Johannes. Je ne mets pas Gruda, pardon. Je précise. Non, je me parle au complet de mon 5 jeunes. Et en fait, quand je dis, pardon, je reformule un peu mon esprit. Je trouvais déjà que sur le match, on n'était pas largement en dessous. La preuve, c'est que c'est longtemps serré. Mais quand je dis au complet, je parle vraiment, genre là, dès la prochaine compète, en fait, dès la prochaine compète internationale, donc les JO, donc dans 2 ans, on joue la Chine, quelle que soit leur évolution chinoise, en fait, qui ont aussi des jeunes très intéressantes, Xuan, etc. Juste Marine Fotou avec 2 ans de plus, Gabby Williams, qui pour moi va s'affirmer vraiment en WNBA comme une All-Star, c'est mon pronostic, c'est mon pari. Eliana Rupert avec 2 ans de plus, Marine Johannes, cette équipe-là que j'avais mentionnée, Chartereau, qui n'est pas non plus vieille. Je veux dire, donc on aura vraiment, notamment auprès des jeunes, en fait, un espèce de cap mental qui sera franchi. Ouais. Je pense que là, à ce moment-là, en fait, l'équipe de France a un vrai truc à jouer. Moi, je pense aussi, ouais. Non, mais comme vous, je suis optimiste pour la suite. Je pense quand même que si Marine Johannes avait pu participer, ça aurait donné quand même d'autres options offensives. Parce que souvent, ce qui a pêché un petit peu, c'était manque de solutions offensives trouvées. Pour revenir sur le cas de la Chine, en fait, je suis d'accord avec vous deux dans le sens où moi, j'ai trouvé quand même que sur cette compétition, la Chine avait une marge, même dans le match contre la France, où la France a bien joué vraiment, essayer de se donner les moyens jusqu'à la dernière minute. La Chine avait quand même une marge, j'ai trouvé, alors qu'il fallait que la France fasse un sans faute quasiment pour prendre ce match-là. Par contre, je suis d'accord je te rejoins Antoine en tout cas pour l'équipe de France, sur la trajectoire sur laquelle est cette équipe. Il y a vraiment du talent, il y a vraiment du potentiel. Je pense que Iliana Rupert, elle a voilà, pas fait une compétition extraordinaire. Elle a montré des très belles choses par séquence, par moment. Elle ne peut que progresser. Pareil pour Marine Fotou. Voilà, il y a du potentiel. J'ai trouvé qu'il y avait de l'envie. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait de la solidarité dans cette équipe, même dans les moments difficiles, même dans la défaite. Donc tout ça, ce sont des signes vraiment, vraiment encourageants pour la suite. Ce que vous disiez aussi, elles vont gagner en expérience déjà en club parce que c'est des joueuses qui n'avaient pas forcément les mêmes rôles. Alors, Iliana Rupert avec Bourges, elle était déjà star, enfin, c'était la meilleure joueuse de l'équipe. Là, elle va partir jouer en Italie, elle va jouer à Bologne, donc elle va jouer l'Euroleague. En WNBA, elle sera peut-être amenée à avoir un rôle un petit peu progressivement plus important. Elle joue chez les championnes à Las Vegas. C'est compliqué d'avoir du temps de jeu, mais Marine Fotou va aussi jouer avec Basketland, va jouer des matchs plus importants. Toutes ces joueuses-là, les jeunes, et il y a celles dont on n'a pas encore parlé, dont on reparlera plus tard. Il y a un vivier très, très intéressant de joueuses qui étaient présélectionnées et qui n'ont pas passé le cut parce que c'était pas encore l'heure, mais des Pauline Astier, des joueuses comme ça. C'est très, très intéressant. Elles vont gagner en expérience en club et ça va se retranscrire en sélection où elles vont disputer de plus en plus de compétitions ensemble. Et moi, je suis vraiment très, très, très optimiste pour les Bleus. Ouais, on a déjà hâte d'y être parce que voilà, cette équipe a été en tout cas vraiment chouette à suivre. On retiendra peut-être la grosse déception, je pense, c'est la défaite contre la Serbie. C'est certainement le match qui aura fait le plus mal, mais en tout cas, c'était vraiment une équipe enthousiasmante qu'on suivra avec plaisir et intérêt pour la suite. Voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. On vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Basket Session pour toute l'actu du basket. On vous prépare bientôt des infos concernant Rivers et le MOOC. On vous en dit très vite plus. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine et bonne reprise du basket, de la NBA en tout cas, et des différents championnats. On se retrouve la semaine prochaine avec vous. Salut. Ciao.
out there, and it's either play or get played.